8e siècle avant notre ère, le poète Hésiode évoque pour la première fois le mythe d'Europe, issu des mots grecs eurus, large, ample, et ops, regard, visage, ou du mot phénicien éreb, sombre, employé pour désigner les pays du couchant. Ce terme Europe s'imposera peu à peu aux Grecs pour désigner l'ensemble des terres au nord du bassin méditerranéen. La légende raconte qu'Europe, princesse phénicienne, fille du roi de Tyr, fut enlevée par Zeus enflammé par sa beauté. Il se métamorphosa en taureau aux cornes semblables à un croissant de lune. Cette légende d'Europe correspond à la période des déplacements des foyers de civilisation du Proche-Orient vers les régions d'Occident, appelées par la suite Europe. Au IIe siècle de notre ère, l'Empire romain couvre l'ensemble du bassin méditerranéen jusqu'en Asie mineure. Le socle de la civilisation européenne est né. Les ports commerciaux deviennent subitement des lieux d'échange, de partage du savoir qui arrivait de tout horizon. Lille, Naples, Palerme, Bordeaux, connue sous le nom de Burdigala à l'époque, devient capitale administrative de l'Aquitaine, ville ouverte accueillant des Bretons, Grecs, Trévis, Juifs, Ibères. En l'an 800, le jour de Noël, Charles, roi des Francs, est sacré empereur par le pape à Rome. Cet événement marque la réunification de l'Europe occidentale sous une seule couronne. Charlemagne est connu sous le nom de Pater Europae, père de l'Europe. À cette époque, la Gaule se nomme France, nom issu de l'allemand franc, signifiant homme libre. L'expansion de la civilisation arabo-musulmane s'étend jusqu'à Poitiers, où elle est arrêtée en 732 par Charles Martel. Dans cette grande traversée, l'Aquitaine apparaît comme un espace frontière situé au carrefour de la civilisation arabo-musulmane et de l'Europe occidentale. Les bases de la civilisation occidentale, en particulier la philosophie grecque et romaine d'Aristote, Platon, Hippocrate, Euclide, Ptolémée, ont été délaissées à la fin de l'Antiquité puis retrouvées et traduites par des écrivains perso-arabes comme Averroès, Avicenne, dans des institutions de traduction financées par les califes de Bagdad ou d'Andalousie. Au Xe siècle, l'émir Abd al-Rahman III fait preuve d'un modernisme saisissant. Son règne marque un tournant dans le célèbre royaume d'Al-Andalus. Il proclame le califat de Cordoue, agrandit la grande mosquée, lieu de pratiques sacrées, d'échanges et de savoir, incontestablement le monument le plus accompli de l'art des Omeyyades. Il continue une tradition de métissage culturel, politique et religieux, source d'un rayonnement sans précédent. La ville de Cordoue devient un joyau architectural hispano-mauresque. Le premier conservatoire de musique d'Europe ouvert à tous est créé par Ziryab, artiste de génie, lettré, astronome et géographe. Connu pour son charisme et son talent, il devient l'arbitre de l'élégance d'Al-Andalus et révolutionne les modes vestimentaires et cosmétiques. Abd al-Rahman III transmet un bel héritage à son fils Al-Hakam, qui portera les lumières d'une Andalousie toujours renouvelée. Sous son règne, la plus grande bibliothèque d'Europe voit le jour. Temple du savoir réunissant 400 000 ouvrages répertoriés dans un catalogue de 44 tomes. L'Andalousie, pays d'Averroès, philosophe, théologien islamique, juriste, mathématicien et médecin arabe du XIIe siècle. Celui-ci commentant en entier les œuvres d'Aristote, aussi le nommait-on le commentateur. Ibn Arabi. Son œuvre est le sommet du soufisme. Contrairement à la scission dessinée par Averroès entre foi et raison, la profondeur d'Ibn Arabi se situe dans la rencontre entre l'intelligence, l'amour et la connaissance. Toujours en Andalousie, Maïmonide, médecin réputé, ouvrait son cabinet à tous, juifs, chrétiens, musulmans, riches ou indigents. Philosophe emblématique, Maïmonide donnait de magistrales leçons suivies de tous et des cours d'études sacrées. Son œuvre vise à réconcilier la philosophie d'Aristote et la science avec les enseignements de la tradition juive. Ibn Hazm, somptueux représentant du génie de l'Andalousie, né à Cordoue. Fils de haute lignée omeyyade, son non-conformisme lui valut d'être plusieurs fois emprisonné et la haine des légistes. On brûla ses livres. D'une polyphonique culture, il fonde sa pensée sur une exigeante recherche du vrai, nous laissant quelques grands traités. Il lègue à la civilisation arabo-musulmane un modèle prestigieux pour affronter le changement redoutable des idées et des mœurs. Sous le règne d'Al-Hakam, 27 écoles publiques ont été fondées. Cordoue attirait des savants musulmans, juifs et chrétiens venant de tout horizon. Un foisonnement intellectuel fédérateur entre les sciences et l'art. Un pilier de modernité de fond.
Cette période se situe à la croisée des relations avec l'Orient. C'est le temps des poètes courtois en Espagne et en France. Le premier troubadour français reconnu est Guillaume IX, duc d'Aquitaine et comte de Poitiers, dont la sœur épousa Alphonse VI, roi de Castille et de Léon, surnommé le demi-arabe. Ce dernier épousa en deuxième noces Salda, fille d'un des plus grands poètes andalous. L'Andalousie témoigne de l'aptitude qu'ont les hommes à pouvoir vivre et créer ensemble. Elle a su offrir un terreau cultuel commun aux trois monothéismes. Au XVIIIe siècle, une nouvelle approche éclairée par le rationalisme philosophique, l'exaltation des sciences et le respect de l'humanité grandit en Europe. L'explosion de la technologie, les nouvelles sciences, apportent des découvertes essentielles qui bouleversent la société. La pensée dite des Lumières défend les droits de la liberté de penser et d'agir de chaque individu et verra la proclamation des droits de l'homme et du citoyen en 1793. L'intention de Diderot, penseur et écrivain, auteur de la première encyclopédie française, dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, est de rendre la philosophie populaire. Montesquieu, philosophe et écrivain né à Bordeaux, précurseur de la sociologie, est le premier comparatiste du droit. Son livre « L'esprit des lois » concentre la substance de la pensée libérale établissant les principes fondamentaux des sciences économiques et sociales. Les lettres persanes portent un regard critique sur la société. Montesquieu est un des penseurs sur lesquels les sociétés modernes s'appuient. Voltaire, homme de lettres. Son nom reste attaché à son combat contre le fanatisme religieux. Il ne peut y avoir de progrès de l'humanité et de la civilisation sans tolérance, disait-il. Plusieurs de ses pièces sont entièrement dédiées aux vies exceptionnelles des femmes de civilisation orientale. Son œuvre majeure, Candide, condamne l'esclavagisme. Il inaugure ainsi la figure de l'intellectuel engagé au service de la vérité, de la justice et de la liberté de penser. Voltaire prend seul la défense des victimes de l'intolérance religieuse et de l'arbitraire dans des affaires qu'il a rendues célèbres, Calas, Sirvin, chevalier de la Barre, comte de Lally, et met à leur service son immense notoriété. C'est ce Voltaire-là, homme au Calas, le Don Quichotte des malheureux, que le peuple de Paris ovationne. Pour lui, le triomphe des Lumières passe par l'alliance avec la fraction éclairée des détenteurs du pouvoir. Son idéal reste celui d'une monarchie modérée et libérale. Emmanuel Kant, philosophe allemand. Selon lui, le mot d'ordre du siècle devait être « oser savoir », remettre en question toutes les idées et valeurs reçues. Il est aujourd'hui plus fructueux de penser des rencontres fécondes entre les populations et les cultures qui se lisent dans les arts, la langue et le savoir-vivre. Cette curiosité intellectuelle est nécessaire à l'émergence d'une civilisation fertile et pénétrante comme fut celle d'Al-Andalus, fruit d'une civilisation éclairée, joyeuse, raffinée, foyer de médecine, d'architecture, de philosophie, de traduction, de botanique. Citation de Malek Chebel.